Cette semaine dans Afrique, nous vous présenterons le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa et les défis qui l'attendent. Nous verrons ensuite que dans le centre du Nigeria, le conflit entre agriculteurs majoritairement chrétiens et éleveurs peuls musulmans est meurtrier. Enfin, nous vous présenterons une unité de chiens spécialisée dans la lutte contre le braconnage dans le parc kényan du Masai Mara. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Il est officiellement le nouveau président de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a prêté serment jeudi après la démission forcée de Jacob Zuma, empêtré dans plusieurs scandales. Il hérite d'un pays en pleine crise économique, avec un taux de chômage à plus de 27% et en crise de confiance, notamment à cause des affaires de corruption et de détournement de fonds à la tête de l'État ces dernières années. Nous y reviendrons dans un instant. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai est décédé mercredi à 65 ans des suites d'un cancer. Le chef du principal parti d'opposition, adversaire historique du régime de l'ex-président Robert Mugabe, laisse derrière lui un parti orphelin et affaibli par ses querelles internes à quelques mois de l'élection présidentielle. Ces hommes, pour la plupart des Érythréens et des Somaliens, ont été blessés dans l'accident du camion qui les transportait près de Bani Walid en Libye. C'est l'un des principaux points de transit des migrants venant du Sahara vers les côtes libyennes d'où s'effectuent les départs clandestins vers l'Europe. Au moins 19 personnes ont été tuées dans l'accident. Libre. Ce journaliste et cet opposant politique, condamnés respectivement à 18 ans de prison et à perpétuité, ont été libérés. Ils avaient été accusés d'être liés à un groupe d'opposition exilé aux États-Unis, considéré comme une organisation terroriste par le régime éthiopien. Leur libération s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'amnistie de dissidents engagé depuis le début de l'année. Elle avait déjà remporté le prix Nobel de la paix. Ellen Johnson-Sirleaf a reçu le prestigieux prix Mo Ibrahim pour sa gouvernance exceptionnelle. Le prix récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement africain pour son travail d'intérêt public ou son action en faveur du développement durable. L'ex-présidente du Libéria a quitté le pouvoir le mois dernier pour laisser la place à George Weah. Desmond Tutu a annoncé qu'il renonçait à son rôle d'ambassadeur pour l'ONG britannique Oxfam, éclaboussée par un scandale sexuel. L'Afrique du Sud entre dans l'ère Ramaphosa. À 65 ans, cet ancien syndicaliste, dauphin pressenti de Nelson Mandela, puis homme d'affaires à succès, a été élu président par le Parlement sud-africain. Il succède au très controversé Jacob Zuma, qui a finalement démissionné, poussé dehors par son parti. En décembre, l'ANC a désigné Cyril Ramaphosa à sa tête avec un programme très clair, en finir avec la corruption qui a défini l'ère Zuma. Les questions liées à la corruption, à la prédation exercée sur nos entreprises publiques, au problème de la capture de l'État, sont des questions qui sont sur nos écrans radars. Nous allons nous attaquer à ces questions et dès demain, je présenterai les prochaines étapes que nous prendrons bientôt. Son accession à la tête du pays est une consécration pour cet enfant de Soweto, militant de la première heure contre l'apartheid. C'est aussi une revanche. Considéré comme le dauphin préféré de l'icône Mandela, il s'était déjà présenté à la présidence de l'ANC en 1998. À l'époque, les caciques du parti lui ont préféré Thabo Mbeki. Déçu, il est passé dans le monde des affaires et a été l'un des premiers à bénéficier de la politique de discrimination positive en faveur des Noirs. Ramaphosa a très vite fait fortune et amassé des millions. Un succès qui rassure les marchés financiers alors que l'Afrique du Sud traverse des difficultés économiques. Pour l'instant, il a séduit la société en général. Mais ce qui le définit surtout, c'est qu'il n'est pas Jacob Zuma. Maintenant que Zuma est parti, c'est une toute autre affaire. Désormais seul aux commandes, il doit redresser l'image d'un parti profondément divisé par les luttes intestines. L'objectif, garder le pouvoir lors des prochaines élections en 2019 et enfin réaliser les promesses de la nation arc-en-ciel rêvée par son mentor Nelson Mandela.
Sur la foire aux bestiaux de Makurdi, le bétail se fait de plus en plus rare. Les éleveurs peuls y venaient par centaines pour vendre leurs bêtes. Mais l'escalade des violences intercommunautaires qui les opposent aux agriculteurs de la région les ont fait fuir. Depuis 3 mois, une loi interdit même aux éleveurs de transhumer dans l'état de Benue, un désastre pour l'économie locale. Si la loi anti-pâturage s'arrête, j'espère que le marché reviendra en premier. Mais pas seulement le marché. Tout l'état du Benue reviendra à la normale. Depuis le début de l'année, les violences entre les agriculteurs et les éleveurs ont fait des centaines de morts dans le centre du Nigeria. À l'origine du conflit, l'accès à la terre et aux ressources. Le réchauffement climatique et la désertification obligent les éleveurs nomades à migrer vers le sud du pays pour nourrir le bétail, s'attirant les foudres des populations locales. D'attaques en représailles, le conflit s'envenime de jour en jour. J'appelle le gouvernement fédéral à intervenir rapidement pour résoudre ce problème, afin que les Peuls nomades qui résident dans le Benue puissent se déplacer librement avec leurs vaches. La constitution du Nigeria, article 40, permet à tout le monde d'aller où il veut. Les violences ont forcé des dizaines de milliers d'agriculteurs, pour la plupart chrétiens, à fuir leur village après les attaques menées par des nomades armés. Dans cette école, ils sont 10 000 à vivre loin de leur terre, dans l'attente de la résolution du conflit. Ils venaient avec leurs bêtes et ils ont détruit nos récoltes. Ils ont même brûlé des maisons, ils ont continué les attaques jusqu'à ce que l'on parte. Les combattants sont arrivés dans le village et on a couru partout. Ils ont commencé à tuer des gens et nous nous sommes enfuis. L'armée nigériane a annoncé l'envoi de troupes dans les zones instables pour mettre fin aux violences. L'administration du président Buhari, lui-même peul musulman comme la plupart des éleveurs, est très critiquée pour sa lenteur à résoudre la crise. Chakaria a 5 mois. Depuis quelques semaines, elle s'entraîne pour rejoindre une unité canine dans le parc du Masai Mara. D'un pas assuré, elle renifle dans les hautes herbes jusqu'à trouver un ranger caché dans la savane qui joue le rôle d'un braconnier. Chakaria fait partie des favoris. Elle possède ces traits de caractère bien particuliers qui font un bon tracker. Des chiens actifs qui aiment manger, beaucoup jouer, des choses comme ça. Mais comme je l'ai dit, la génétique et la conduite est ce que nous recherchons. La bonne conduite pour faire le travail. Cette unité canine est devenue essentielle à la lutte contre le braconnage dans le triangle du Mara dans le sud du Kenya. Si le trafic d'ivoire retient l'essentiel de l'attention, le principal défi du parc est la lutte contre le trafic de viande d'animaux sauvages. Gazelles, impala, gnous ou encore girafes, les braconniers tuent ces animaux par centaines. Ils utilisent en général des collets métalliques ou aussi chassent les animaux jusque dans les vallées. Ils utilisent des machettes, des épées et des pangas pour les découper. Les braconniers utilisent aussi des pièges qui sont neutralisés par centaines jusqu'à 500 par jour. Le trafic de viande de brousse atteint un niveau critique que dénonçait dès 2014 un rapport du gouvernement kényan. L'unité canine existe depuis 2009. Aujourd'hui, elle compte 4 chiens trackers et 2 chiens détecteurs postés aux entrées du parc pour repérer des armes ou de l'ivoire dans les voitures. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons réussi à attraper plus de 4000 braconniers ces 18 dernières années. Donc ça montre les efforts que nous avons faits. Sans ça, nous pourrions avoir des milliers d'animaux morts. Il ne reste plus que quelques semaines aux 5 chiots pour faire leurs preuves. Tous les jours, ils doivent suivre un entraînement strict pour apprendre à bien maîtriser les odeurs et devenir à terme une arme efficace anti-braconnage. Avant-première à Lagos au Nigeria et à Kisumu au Kenya pour une super production américaine. Black Panther suit les aventures du premier super-héros noir des studios Marvel, une nouveauté saluée sur le continent. Qu'une BD de Marvel puisse devenir un film avec des personnages africains, c'est génial. Ça va mettre à mal quelques stéréotypes que l'on a sur les Africains.
Dans notre prochaine édition, nous irons au Libéria, où la question du droit de la terre est au cœur de conflits récurrents entre les communautés rurales et les grandes entreprises qui exploitent les concessions dans le pays. À la semaine prochaine.